Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous raconter une histoire étrange, tombée un peu trop en désuétude selon mon goût et que je souhaiterais, par votre intermédiaire, faire revivre, exhumer ainsi du passé. J'ai intitulé cette vidéo « La Pythie de Paris ». Les derniers rayons du soleil couchant traversaient les lourds rideaux de velours cramoisi, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de la demeure parisienne. En cette fin de XIXe siècle, au numéro 35 de la rue Paradis, une femme était assise dans un fauteuil Louis XV, le regard perdu dans les volutes de fumée s'échappant d'un brûle-parfum oriental. Madame Henriette Couédon, comme l'indiquait la plaque en laiton fixée sur sa porte d'entrée, n'était pas une femme ordinaire. Dans ce Paris de fin de siècle, son nom résonnait comme une énigme vivante, une Pythie moderne dont les prophéties fascinaient autant qu'elles inquiétaient. Le salon, baigné dans une pénombre mystérieuse, était devenu le théâtre d'étranges manifestations qui attiraient une clientèle aussi diverse que prestigieuse. Des marquises au regard anxieux y côtoyaient des hommes politiques discrets, des artistes en quête d'inspiration et des journalistes avides de sensations s'y côtoyaient. Tous venaient chercher auprès de celle qu'on surnommait l'oracle de Paris des réponses à leurs interrogations les plus profondes. Ce soir-là, Henriette ajusta son châle de cachemire sur ses épaules, un présent offert par une comtesse reconnaissante. Son visage, encore jeune malgré les épreuves de la vie, portait cette expression particulière, mélange de douceur et de gravité, qui caractérisait les êtres touchés par une grâce particulière. Ses yeux d'un vert changeant semblaient parfois se voiler d'une brume étrange, comme si elle percevait des réalités invisibles au commun des mortels. L'histoire d'Henriette Couédon avait commencé quelques années plus tôt, en 1894, lorsque pour la première fois l'ange Gabriel, disait-elle, s'était manifesté à elle. Cette révélation avait bouleversé l'existence tranquille de cette femme issue de la bourgeoisie parisienne. Épouse d'un commerçant respecté, mère de famille attentionnée, rien ne la prédestinait à devenir l'une des plus célèbres voyantes de son temps. Le docteur Paul Géraud, éminent membre de la Société des sciences psychiques, se souvenait encore de sa première rencontre avec Madame Couédon. Il avait franchi le seuil de sa demeure en sceptique, armé de son matérialisme scientifique comme d'un bouclier. Pourtant, ce qu'il avait observé ce jour-là avait ébranlé toutes ses certitudes. « Madame, lui avait-il dit en s'asseyant dans le fauteuil qu'elle lui désignait, « je viens en observateur impartial, ni croyant, ni contemplateur. » Un sourire énigmatique avait alors éclairé le visage d'Henriette. « L'ange me dit que vous portez sur vous une lettre, docteur, une lettre écrite par une main tremblante, celle de votre mère mourante. » Le médecin avait pâli. Cette lettre, reçue le matin même, il ne l'avait montrée à personne. C'était le premier d'une longue série de faits troublants qui allaient faire la réputation de la voyante de la rue de Paradis. Au fil des mois, son salon était devenu un lieu incontournable de tout Paris. Les séances s'y déroulaient selon un rituel immuable. Les visiteurs prenaient place dans des fauteuils disposés en demi-cercle, tandis qu'Henriette s'installait face à eux. Puis, progressivement, sa voix changeait, prenant des inflexions différentes, plus graves, plus mesurées. C'était alors, affirmait-elle, que l'ange Gabriel, qui s'exprimait par sa bouche, délivrait ses messages en vers, dans un style archaïque qui appelait et qui rappelait les prophéties antiques. Parmi ses fidèles visiteurs se trouvait la marquise de Rocheville, une femme d'une quarantaine d'années dont l'élégance naturelle ne parvenait pas à masquer une profonde mélancolie. Veuve depuis peu, elle cherchait désespérément à communiquer avec son époux disparu. Les prédictions d'Henriette l'avaient bouleversée par leur précision, révélant des détails que seule une personne proche du défunt marquis pouvait reconnaître. La presse s'était rapidement emparée du phénomène. Le petit journal lui consacrait régulièrement des articles, tantôt élogieux, tantôt critiques. Des caricaturistes s'en donnaient à cœur joie, représentant Madame Couédon en moderne Cassandre, entourée d'anges musiciens.
mais ses railleries glissaient sur elle sans l'atteindre, comme si elle évoluait dans une dimension différente, protégée par une force invisible. Charles-Édouard Brémond, rédacteur en chef du Monde mystique, était devenu l'un de ses plus fervents défenseurs. Dans son bureau, encombré de livres ésotériques et des documents anciens, il compilait méthodiquement les prophéties d'Henriette, tentant d'en décrypter le sens caché. Certaines semblaient annoncer des événements majeurs, guerres, catastrophes naturelles, bouleversements politiques, d'autres plus personnels touchaient à la vie intime de ses consultants. « Ce qui me fascine chez Madame Quédon, écrivait-il dans ses notes, c'est cette capacité à maintenir un équilibre parfait entre le mystère de ses dons et une simplicité désarmante dans ses rapports humains. Elle n'a rien de ces charlatans qui peuplent les salons parisiens, exhibant leur pseudo-pouvoir comme des battleurs en foire. » L'année 1896 marqua un tournant dans la vie d'Henriette. Ses prophéties concernant des événements politiques attirèrent l'attention des autorités ecclésiastiques. L'Église, toujours méfiante envers les manifestations surnaturelles non sanctionnées, dépêcha l'abbé Vernet pour enquêter discrètement sur le phénomène. Ce dernier, théologien respecté, passa plusieurs semaines à observer les séances, à interroger les témoins et à analyser les messages délivrés. L'abbé était un homme de haute stature, au visage ascétique, marqué par des années d'études et de méditation. Sa présence dans le salon d'Henriette créait une tension palpable. Les habitués craignaient une condamnation qui aurait mis fin à ces réunions qui étaient devenues pour beaucoup une source de réconfort et d'espérance. Mais Henriette conservait son calme, accueillant l'ecclésiastique avec la même bienveillance qu'elle manifestait envers tous ses visiteurs. « Mon père, lui dit-elle lors de leur première rencontre, l'ange m'avait annoncé votre venue. Il m'a dit que vous portiez en vous des questions plus profondes que celles que l'Église vous a chargé d'éclaircir. » Ces paroles touchèrent l'abbé plus qu'il ne voulut l'admettre. En effet, depuis des années, il luttait contre des doutes concernant sa vocation, une crise spirituelle qu'il n'avait jamais osé confier à quiconque. Les séances auxquelles il assista le laissèrent dans un état de trouble profond. Des messages délivrés par Henriette en état de transe ne contenaient rien qui contredit fortement la doctrine catholique, mais leur origine restait une énigme théologique. Pendant ce temps, la vie continuait rue de Paradis. Le mari d'Henriette, Auguste Quédon, gérait avec discrétion les aspects pratiques de cette situation inhabituelle. Homme pragmatique, il avait d'abord accueilli avec scepticisme les manifestations dont son épouse était le théâtre. Mais face à l'évidence des faits et à la sincérité manifeste d'Henriette, il avait fini par accepter ce don extraordinaire qui avait bouleversé leur existence. Leur fille, Louise, adolescente, sensible et réservée, vivait cette situation avec un mélange de fierté et d'appréhension. Elle assistait parfois aux séances, assise dans un coin du salon, observant sa mère se transformer sous l'influence de cette présence mystérieuse qu'elle disait percevoir. Ces moments laissaient en elle une impression profonde, mélange de fascination et de crainte respectueuse. L'une des prophéties les plus marquantes d'Henriette concernait l'exposition universelle de 1900. Dès 1897, elle annonça en vers sibyllins des événements qui devaient s'y dérouler. « Quand le siècle nouveau ouvrira ses portes, dans la ville lumière aux 1000 merveilles, un drame se jouera que nul ne pressent, dans la tour de fer qui touche les nuées. » Cette prédiction fut largement commentée dans les cercles parisiens. Certains y virent l'annonce d'une catastrophe, d'autres une simple mise en garde symbolique. La réalité donna partiellement raison à la voyante. Plusieurs incidents mineurs émaillèrent l'exposition sans toutefois atteindre l'ampleur dramatique que certains avaient redoutée. Le salon de Madame Quédon attirait également des visiteurs étrangers. Lord Blackwood, membre de la Society for Physical Research de Londres, traversa la Manche spécialement pour étudier ce cas. Cet aristocrate britannique, féru de sciences occultes, avait déjà enquêté sur de nombreux médiums à travers l'Europe. Son verdict fut sans appel. Madame Quédon représente un cas unique dans les annales du spiritualisme moderne. La spontanéité et la cohérence de ses transes, la qualité poétique de ses messages, l'absence totale d'artifice dans ses manifestations,
tout concourt, selon moi, à authentifier un don réel. Mais la célébrité avait aussi ses revers. Des jalousies s'éveillèrent, des rivalités se manifestèrent. D'autres médiums tentèrent d'imiter son style, prétendant eux aussi recevoir des messages angéliques. Des journaux à sensation publièrent des articles calomnieux, l'accusant de charlatanisme ou de pratiques occultes dangereuses. Henriette supportait ces attaques avec une dignité remarquable, répétant simplement que l'ange lui avait prédit ces épreuves. Le docteur Géraud, devenu au fil du temps un ami proche de la famille, s'inquiétait parfois de l'épuisement physique que manifestait Henriette après les séances. « Votre don est précieux, lui disait-il, mais il ne faut pas qu'il consume votre santé. » Elle lui répondait invariablement par un sourire serein « Ne craignez rien, docteur, l'ange veille sur moi. » À mesure que le nouveau siècle approchait, les prophéties d'Henriette se firent plus sombres. Elle parlait de conflits à venir, de bouleversements majeurs qui allaient secouer l'Europe. Certains y virent plus tard l'annonce de la Grande Guerre. Mais à l'époque, ces prédictions semblaient trop apocalyptiques pour être prises au sérieux, dans une belle époque qui se voulait insouciante et éternelle. L'abbé Vernet, dans son rapport final à ses supérieurs, adopta une position plus nuancée. Sans se prononcer définitivement sur l'origine divine des messages, il reconnaissait la sincérité d'Henriette et l'absence de tout élément contraire à la foi. Cette conclusion, sans être une approbation officielle, permit aux catholiques de continuer à fréquenter le salon de la rue Paradis sans craindre la réprobation ecclésiastique. Les années passèrent et la réputation d'Henriette ne fit que grandir. Son salon devint un lieu où se côtoyaient toutes les classes de la société, où les barrières sociales s'effaçaient devant la recherche commune de vérités supérieures. Les messages de l'ange, toujours délivrés en vers, touchaient aux grandes questions de l'existence, la vie, la mort, l'amour, le destin. La marquise de Rocheville, fidèle parmi les fidèles, témoignait souvent de l'influence bénéfique d'Henriette sur sa vie. Elle m'a appris à voir au-delà du voile des apparences, à comprendre que la mort n'est qu'un passage, que l'amour survit à la séparation physique. Ses dons sont extraordinaires, mais c'est surtout sa sagesse et sa compassion qui m'ont aidé à surmonter mon deuil. Charles-Edmond Brémond continuait son travail de compilation et d'analyse. Son bureau était devenu une véritable archive du phénomène Quédon. Il y recevait régulièrement des chercheurs, des journalistes, des écrivains fascinés par cette femme extraordinaire qui avait su donner un nouveau visage à la médiumnité. Aujourd'hui encore, le souvenir de Madame Quédon hante la rue de Paradis. Son histoire reste un témoignage fascinant de cette époque charnière où la société oscillait entre rationalisme scientifique et quête spirituelle, entre scepticisme moderne et foi d'absolu. Dans l'histoire du spiritualisme français, elle occupe une place unique, celle d'une femme qui sut concilier le mystère de ses dons avec une vie simple et droite, gardant jusqu'au bout cette humilité qui la caractérisait. La demeure du 35 rue de Paradis existe toujours, silencieuse, gardienne de tant de secrets et de destins croisés. Et parfois, les soirs d'hiver, quand le vent souffle dans les vieilles pierres, on croirait presque entendre l'écho lointain de ces vers prophétiques qui enchantèrent et troublèrent le tout Paris de la belle époque. Voilà les amis, j'ai tenu à vous raconter cette histoire pour rendre un hommage à Henriette Quédon, qui était une véritable médium. Elle était l'une des médiums contemporaines. Beaucoup ont passé d'un revers de main ces prophéties parce qu'elles étaient jugées un peu trop extraordinaires, apocalyptiques. Renseignez-vous, essayez de vous faire votre avis sur ce qu'elle avait annoncé parce que nous y sommes effectivement. Inversement des valeurs, un mot que je ne peux pas prononcer concernant les enfants, bref, tout ce climat délétère dans lequel nous pataugeons ou que nous essayons de surnager les uns et les autres était déjà dans ces prophéties.
Elle ressemble un peu, si vous voulez, à vous savez, la voyante aveugle Baba Vanga, si vous connaissez, du côté des pays de l'Est, un pays proscrit, mais enfin, vous voyez duquel je parle, qui avait annoncé également beaucoup de choses concernant notre époque et ce siècle. Et parmi toutes les vagues New Age qui ont toujours tendance à s'échouer ici et là, en charriant de mauvaises eaux, de mauvais contenus, eh bien, Henriette Couédon a été, selon moi, injustement oubliée. Et à l'heure où nous parlons, je pense que c'est très intéressant d'exhumer, d'aller voir justement ces textes, ces prophéties. Alors, beaucoup me reprocheront de ne pas vous lire ces prophéties. Alors, je n'ai pas le temps de pouvoir tout faire, parce que je souhaite évidemment vous transmettre des petits cailloux blancs, vous voyez, un petit peu comme le petit pousset. C'est vrai qu'il m'arrive de pousser, toujours dans le bon sens bien sûr, n'y voyez aucune flagornerie de ma part, mais vous donner des petits cailloux blancs pour vous permettre d'aller vous-même compléter l'information, d'aller la chercher. Parce que finalement, si je vous transmets les informations complètement, vous n'aurez accompli aucun effort. Et c'est quand même important aujourd'hui, je pense, eh bien, de faire une partie du chemin, une partie du travail. Parce que dans cette société où tout est un petit peu instantané, comme la nourriture rapide qu'on place dans des micro-ondes, des gens passent, tout est instantané, et on oublie d'aller chercher, d'aller lire, d'aller se documenter, d'aller voir. Et c'est donc un devoir, je pense, pour les esprits libres que vous êtes, eh bien d'aller aussi chercher dans votre patrimoine, d'aller aussi exhumer des textes, certaines choses. Alors, peut-être me jugerez-vous un peu trop cruel. Il n'y a aucune cruauté dans tout ça. Je me permets juste de vous montrer ici et là des portes, des fenêtres, en vous invitant à vous y rendre. Peut-être à pousser ces portes, peut-être à poursuivre votre chemin, parce que tout ça fait du sens, au-delà peut-être de ce que vous percevez. Alors, c'est peut-être une façon narrative particulière, où effectivement je montre des directions et je ne vous dis pas tout, non pas pour faire de la rétention d'informations, tel n'est pas mon but, mais au contraire pour vous inviter, pour piquer un petit peu votre curiosité et vous amener eh bien, à aller chercher d'autres informations qui vont vous interroger, qui vont vous questionner. Parce que, à travers ces modestes vidéos que je vous livre toutes les semaines, le but est de transmettre une certaine sève, vous voyez, quelque chose qui n'est pas spécialement palpable, mais qui a toujours existé au fond, qui est même toujours prégnante et vivante pour certaines personnes douées d'une certaine sensibilité. Et ce que j'aimerais à travers ces petites histoires, qui apparemment semblent vous plaire, et je vous en remercie du fond du cœur, eh bien ça montre bien que ce monde a besoin d'être réenchanté. Comme si, depuis ces événements un petit peu particuliers, l'humanité vivait en noir et blanc. Elle avait oublié les couleurs. Eh bien là, j'aimerais coloriser le monde. J'aimerais vous transmettre des palettes de couleurs et vous inviter à colorier, à remettre de la joie, à remettre de l'espoir, à remettre une belle lumière, une direction. Et pour cela, peut-être que mon rôle vous semblera un peu ingrat. Je ne suis finalement qu'un modeste messager qui place des petits panneaux indicateurs vous indiquant des directions. Libre à vous d'y aller ou pas. Mais je n'ai pas voulu tout donner parce que c'est, si vous voulez, par rapport à sa mémoire, par rapport au travail qu'elle nous a laissé, eh bien, c'est quand même intéressant. Et puis ça va vous permettre aussi peut-être de vous intéresser davantage à cette belle époque qui a vu fleurir vraiment des esprits élevés, pointus, qui nous manquent cruellement aujourd'hui, mais sait-on jamais, peut-être sont-ils encore là, tout près, dans les archives de l'histoire. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. La semaine prochaine, je vous en raconterai une autre, alors peut-être un petit peu plus connue, qui, j'espère également, piquera votre intérêt, vous donnera envie peut-être de lire, de relire, de chercher également par vous-même, parce qu'en tirant comme ça ce petit fil, eh bien, qui sait ce que nous pouvons trouver au bout de la pelote, comme disait Pénélope, bien sûr. Voilà mes amis,
Merci pour votre fidélité, merci pour tous vos commentaires qui me vont droit au cœur, même si je n'ai pas toujours le temps matériel de pouvoir vous répondre. Je les lis avec gourmandise parfois. Et je vous souhaite de cheminer sur ce chemin et je vous dis à la semaine prochaine.